bonsoir à toutes et à tous. Alors, nous avons a priori en participant de connecter là pour l'instant 5 familles. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette conférence que nous organisons ce soir et qui, je le précise tout de suite, fait l'objet d'un enregistrement de manière à ce que nous puissions ensuite partager avec les familles qui n'auraient pas pu se connecter ce soir, pas pu participer, ce qui va vous être présenté. Donc, nous n'enregistrons bien sûr pas les noms des participants, mais ça permettra ensuite de pouvoir réadresser ce contenu aux familles qui nous les demanderaient, bien entendu, après la conférence, à l'issue de cette semaine de la petite enfance. Donc, je suis Nathalie Fradetal, je suis l'élue maire adjoint en charge de la petite enfance et du social sur la ville de Fontenay. Et donc, nous avons souhaité cette année, malgré un contexte sanitaire très particulier, réactiver la grande semaine de la petite enfance que nous avions mise en place en 2017 sur la ville, dans un format, bien entendu, très différent, beaucoup plus contraint, mais malgré tout, pour réenclencher, ce que je disais tout à l'heure, cette dynamique finalement d'activités pour les familles autour des sujets de la petite enfance, avec un certain nombre d'animations qui ont pu avoir lieu déjà et qui vont encore se poursuivre jusqu'à dimanche, en format très contraint, encore une fois, en fonction des conditions sanitaires, mais pour commencer à réamorcer la pompe de ces échanges, ces moments de partage entre les professionnels de la petite enfance sur la ville, les familles et les enfants. Donc ce soir, c'est un thème très particulier, bien entendu. Alors le thème de la semaine de la petite enfance, c'est Gardons la pêche. Gardons cette énergie, essayons de rester positifs le plus possible, même quand c'est très compliqué. Et pour nous y aider, alors je vais essayer de ne pas écorcher votre prénom à minima, et puis je vous laisserai vous présenter. Nous avons Moira ce soir qui va nous présenter un phénomène voilà, qui existe, qui est une réalité qu'on ne doit pas cacher, qui est le burn-out parental. On en parle beaucoup dans le monde professionnel, mais effectivement, ça sévit aussi dans la sphère personnelle. Et au-delà de ça, c'est de pouvoir, je suppose, détecter les signaux faibles, comprendre que c'est normal que ça puisse arriver et surtout nous aider à dépasser cela, nous donner sans doute un peu de trucs ou astuces pour pouvoir sortir de situations qui peuvent parfois sans doute être un peu compliquées. Donc l'idée, c'est qu'il y ait une présentation de fait et ensuite que vous puissiez poser des questions. Alors, bien sûr, qui peuvent faire référence à des situations personnelles vécues, mais l'idée n'est pas de résoudre des cas particuliers ce soir, mais plus de pouvoir avoir un échange autour voilà, de situations, de problématiques, d'exemples. Et donc, à ce moment-là, soit vous posez vos questions en réactivant votre micro à la fin de la présentation, soit en posant la question dans le chat de Teams. Et puis, c'est Laure de Chachincourt, qui est dans l'équipe Petite Enfance sur la ville, qui a organisé cette conférence à mes côtés, qui relaiera vos questions aussi à Moira, bien entendu, pour qu'elle puisse vous apporter des éléments de réponse. Donc, je vais moi-même pouvoir participer aux 45 premières minutes de la conférence. Ensuite, je vous laisserai entre les mains de Laure de Chassincourt parce que j'ai une autre réunion en mairie qui démarre à 20h45. Et donc, je devrais malheureusement vous abandonner, mais je vous souhaite une bonne conférence. Voilà, n'hésitez pas à venir poser vos questions à la fin de la conférence. Et puis, je vous donne rendez-vous pour les familles fontenaisiennes sur le marché de Fontenay dimanche matin. Nous avons la clôture de cette semaine avec notamment l'intervention d'une diététicienne sur le marché de Fontenay qui sera là pour vous donner des conseils de menus pour les tout jeunes enfants, pour les tout petits, qui distribuera ces menus, qui répondra là aussi à des tas de questions des familles sur l'alimentation pour les jeunes enfants. Voilà, mais je coupe moi également mon micro et ma caméra et je vous laisse la main, Moira, je vous passe la parole. Merci beaucoup pour l'invitation, pour votre mot d'accueil. Je vais vous partager mon écran. Il faut que vous me disiez si et quand vous le voyez. Hop, alors je vais mettre ça en plein écran. Là, on voit bien le PowerPoint que vous avez. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc, comme vous l'avez dit, la conférence de ce soir, elle porte sur le burn-out parental. On va essayer ensemble de mieux comprendre ce phénomène, d'où il vient, ses racines à la fois culturelles et individuelles et familiales,
Et puis, on va effectivement voir un peu ensemble comment est-ce qu'on peut le prévenir si on est un peu sur le fil, et puis démarrer un chemin pour remonter la pente si on se sent dedans. Alors, quelle est ma légitimité pour vous parler de ce sujet? Eh bien, donc je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Louvain, en Belgique, et avec ma collègue Isabelle Roskam, on a mené déjà une quinzaine d'études sur plus de 18 000 parents. Et ces études visent à mieux comprendre la nature du burn-out parental, ce que ressentent les parents en burn-out, comment est-ce qu'on peut le diagnostiquer, ses causes, d'où ça vient, ses conséquences sur le parent lui-même, sur sa santé notamment, mais aussi les conséquences sur les enfants, et puis comment est-ce qu'on peut le traiter naturellement. Et ces études, elles se sont à la fois intéressées à des aspects individuels et familiaux, comme vous allez le voir, mais aussi à des aspects culturels. Et c'est important parce que selon le pays dans lequel vous vivez, eh bien, vous n'avez pas la même probabilité de faire un burn-out parental. Et des pays comme les nôtres, comme la France, la Belgique et les pays occidentaux, de manière plus générale, eh bien, les parents qui vivent dans ces pays-là ont beaucoup plus de risques de faire un burn-out parental que des pays d'Afrique, où pourtant le nombre d'enfants par foyer est beaucoup plus élevé. Et donc, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que c'est ainsi et pourquoi le contexte dans lequel nous vivons nous met plus à risque de burn-out parental. Alors, il peut presque sembler heurtant pour certains de parler de burn-out parental dans une culture qui met tellement l'accent sur les côtés positifs de la parentalité. Peut-être que, comme moi, vous avez reçu à la naissance de vos enfants des cartes de vœux. Et normalement, dans nos pays, ces cartes mettent exclusivement l'accent sur les côtés positifs de la parentalité. Donc, on vous dit bravo évidemment pour cette bonne nouvelle, puis le bonheur vous attend, que l'arrivée de ce beau petit bébé vous comble de joie et de contentement, cet enfant vous fera goûter 1001 délices, amour, joie, bonheur intense, et quand vous avez des jumeaux comme ma collègue, eh bien, on vous promet évidemment 2 fois plus de bonheur. Et c'est vrai, les enfants, c'est tout ça, c'est énormément de joie, c'est énormément de bonheur, c'est énormément de fierté, d'émerveillement. C'est un amour qui n'a pas sa pareille, tant il est intense et inconditionnel. Mais en même temps, la parentalité, c'est pas que ça. C'est ça, mais c'est aussi beaucoup de stress et parfois de l'épuisement. Et ça, c'est vrai que dans nos cultures, eh bien, on est mal préparé à ces aspects-là. On ne reçoit pas de cartes qui nous souhaiteraient bon courage ou un peu de réconfort dans les épreuves qu'on va inévitablement vivre en tant que parents. Et pourtant, être parent, comme je vous le disais, c'est beaucoup de stress. Alors, je ne vais pas vous assommer avec une longue revue de littérature sur le stress parental, ni sur tous les stresseurs qui naissent inévitablement avec le fait de devenir parent et qui viennent s'ajouter aux stresseurs qu'on rencontre dans les autres aspects de notre vie, parce que ce n'est pas parce qu'on est parent qu'on a tout d'un coup plus de stress professionnel ou plus de stress conjugal ou plus de stress dans nos loisirs. Le stress de la parentalité, il vient s'ajouter au stress dans les autres domaines. Alors, être parent, ça nous semble tellement naturel, on fait une chose après l'autre, que parfois on ne se rend pas compte de toutes les compétences que ça mobilise et du fait qu'être parent, c'est en réalité un métier assez complexe. Et pour l'illustrer, j'ai choisi de vous présenter cette vidéo que vous connaissez certainement, qui a circulé il y a quelques années sur les réseaux sociaux à l'occasion de la fête des mères et que j'aime beaucoup parce qu'il présente d'une manière humoristique et touchante en fait ces multiples facettes et ces multiples stress, en fait, du rôle de parent. Dites-moi si vous entendez correctement. Attendez, hop. Excusez-moi, là, vous ne pouvez plus entendre, je l'ai coupé. En fait, je pense, Moira, que quand vous avez fait un partage de votre écran, vous n'avez pas dû cliquer sur partager le son de l'ordinateur. J'avais cliqué, mais justement, si vous me dites que ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne s'est pas activé. On voit, mais on n'entend pas. Voilà, on voyait la vidéo défiler, mais sans le son. Ça va. J'ai annulé et je recommence le partage d'écran, donc j'ai bien coché la case inclure le son de l'ordinateur. Donc, on réessaye. Hop, un petit essai. Voilà, dites-moi si ça va mieux. Just give me 1 second. Sure. Yes. Sorry. Impec. Hey. 2 minutes. Thank you. Hi, good afternoon. Sorry about that. Oi. Hi.
Nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay. Yeah. So like no lunch? You can have or- lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No. Not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition. That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. Worry about when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing it for free. Yeah, pro bono, completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh. And they meet every requirement, don't wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. they? Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Voilà, alors c'est une vidéo que je trouve assez touchante parce que, évidemment, elle a été réalisée par un fils pour sa maman et qu'elle met en scène, évidemment, cette reconnaissance qui manque souvent aux parents parce que c'est vrai qu'être parent, c'est beaucoup de sacrifices. Alors, de tout temps, être parent, ça a été beaucoup de sacrifices. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'en fait, il y a un ensemble de bouleversements récents, sociologiques, qui ont fait que la pression sur les parents est encore plus intense au XXIe siècle. Alors, les sociologues ont documenté une douzaine de changements. Moi, je vais en aborder 5-6 ici, mais juste pour vous donner une idée, en fait, de ce qu'en tant que parents, mais la pression qui pèse sur nos épaules, elle est relativement inédite dans l'histoire. Alors, la première chose, c'est que le rôle des hommes et des femmes a changé. Les femmes sont attendues sur le milieu professionnel aujourd'hui et en réalité, elles s'occupent toujours de 70% des tâches domestiques et de 65% des tâches parentales qui doivent maintenant se concentrer sur un temps restreint. Après la première journée de travail commence la seconde journée avec les enfants. Les hommes aussi étaient autrefois centrés totalement sur le fait de ramener de l'argent au foyer et maintenant ils sont attendus dans le domaine de la parentalité. On attend d'eux qu'ils soient des papas présents, investis, sensibles, attentifs aux besoins de leurs enfants, etc.
Et c'est particulièrement compliqué pour les pères parce qu'en réalité, ils n'ont pas, d'une part, été socialisés à ce rôle parental. On ne leur a pas donné des poupées à habiller, à changer. Ils n'ont pas été habitués à prendre soin. Et d'autre part, ils n'ont pas vu leur propre papa être ce père qu'on leur demande d'être. Et on sait très bien qu'une tâche à laquelle on n'a pas été socialisé est plus coûteuse. Si je prends un homme et une femme au QI égal, et puis que je les mets tous les deux devant un ensemble de planches de bois et que je leur dis maintenant vous allez monter une étagère, eh bien, même s'ils ont le même QI, cette tâche, elle sera plus coûteuse pour la femme. Parce que la femme n'a pas été socialisée à ce rôle, elle n'a pas été invitée à aider son père, à construire des meubles, etc. Eh bien, la question du coût de la parentalité, il est compliqué aujourd'hui pour les hommes à cause précisément du fait qu'ils n'ont pas été socialisés à ce rôle. Et c'est ce qui explique qu'en fait, parmi les parents en burn-out, eh bien, on va trouver un tiers de pères. Et ça peut sembler beaucoup par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Donc, on reviendra là-dessus. Un autre bouleversement, c'est que l'enfant est devenu un sujet de droit. Il faut bien savoir qu'il y a 100 ans d'ici, étaient votées les premières lois pour éviter que des enfants travaillent plus de 12 heures par jour dans les mines. Aujourd'hui, on se bat pour que nos enfants n'aient plus de devoirs parce qu'on estime que ça les empêche de profiter de leur enfance. Et en fait, ce qui s'est passé entre les deux, c'est un changement radical de la perception de l'enfant. D'un être tout à fait négligeable, quantité négligeable, eh bien l'enfant est devenu le centre de tout, de toutes les préoccupations, et on parle même d'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt de l'enfant prévaut sur tous les autres intérêts. Et cet intérêt supérieur de l'enfant est consacré notamment dans la Déclaration des droits de l'enfant, mais pas que. Et cette déclaration, non seulement elle consacre toute une série de droits aux enfants, mais elle rend les parents responsables que l'enfant puisse exercer ses droits, notamment celui de découvrir tous ses potentiels, de s'épanouir dans des domaines pas seulement intellectuels, pas seulement physiques, mais aussi sociaux, affectifs, etc. Et donc voilà, les parents ont quelque part plus de choses à faire, on attend plus d'eux en tant que parents. Et cette déclaration des droits de l'enfant, elle consacre aussi le rôle des États. Avant, vous savez bien, il y a 100 ans d'ici encore, ou même moins de 100 ans, le pater familias faisait ce qu'il voulait dans sa famille. S'il voulait discipliner ses enfants avec des châtiments corporels, personne ne s'y opposait. Aujourd'hui, l'État a un œil et contrôle ce qui se passe dans les familles et peut vous retirer la garde de vos enfants s'il estime que vous ne remplissez pas bien votre rôle de parent. Donc, on exerce son rôle de parent sous le regard, sous le monitoring, comme on dit, de l'État. Et ça, c'est relativement nouveau et ça met la pression. Alors, le développement de la contraception, de la procréation médicalement assistée, ont façonné cette idée d'enfant choisi, un enfant si je veux, quand je veux. Et donc, si je choisis d'avoir cet enfant, bien naturellement, cet enfant va être davantage investi. Et donc, avec la diminution de la mortalité infantile, avec l'avènement de la contraception et de la procréation médicalement assistée, on voit aussi augmenter la question de l'investissement parental. Et donc, plus on s'investit dans un rôle, et plus évidemment on est à risque de s'y épuiser. Alors, les psys, je dois faire mon mea culpa en tant que psy, ont contribué malheureusement à mettre la pression sur les parents. Et ils ont contribué tout à fait malgré eux. En fait, les psys ont commencé à étudier la parentalité depuis les années 60. Et ces études ont montré qu'il y avait certaines pratiques éducatives qui étaient associées à un meilleur développement de l'enfant et d'autres pratiques qui étaient plus délétères pour l'enfant. Et donc, les psys ont tenté de partager leurs découvertes dans des ouvrages grand public. Et en fait, ces ouvrages, ils ont contribué aussi à mettre la pression. Parce qu'avant, votre enfant n'était pas sage, eh bien, une bonne fessée et puis au lit, et ce n'était pas très coûteux. Et vous ne culpabilisiez pas puisque tout le monde le faisait. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus fesser votre enfant. D'ailleurs, depuis 2019, la fessée est interdite en France, légalement interdite. Mais donc, ça veut dire que vous devez réfléchir à d'autres punitions, des sanctions qui soient adaptées à la situation, adaptées à la personnalité de l'enfant, qui soient proportionnelles. Et idéalement, pour éviter de le fesser sous un coup de colère, sous l'emprise d'un mouvement de colère, vous devez avoir réfléchi à toute une série de punitions en amont, avoir une philosophie de l'éducation, etc. Et donc, tout ça, inévitablement, même si c'est très bien d'avoir interdit la fessée, mais tout ça est plus coûteux. Et bien sûr, la liste des recommandations est infinie et omniprésente.
les recommandations médicales, 5 fruits et légumes par jour, pas de bisphénol, pas de ceci, un peu plus de cela, des noix, des graines, etc. Les recommandations éducatives, ne pas fesser, ne pas mettre son enfant devant les écrans, lui parler à hauteur des yeux, surtout quand on se fâche, etc. Et donc, la liste des recommandations ne cesse de s'allonger. Et bien sûr, même si chaque recommandation est tout à fait fondée, eh bien, il est irréaliste de penser qu'on peut respecter toutes ces recommandations et encore moins à tout moment. Et à cela, il faut ajouter un autre bouleversement qui n'a pas l'air lié a priori à la parentalité, mais qui, vous verrez, complique le rôle des parents, c'est la montée des valeurs individualistes. Donc, partout dans le monde, mais plus encore dans des pays qui sont déjà individualistes comme les nôtres, on ne cesse de dire aux gens, vous avez le droit, vous devez penser à vous, vous devez être heureux. Et d'ailleurs, il vous suffit de rentrer dans une librairie pour vous trouver face à de multiples ouvrages qui vous expliquent comment être heureux. La méditation, la pensée positive, le ci, le là. Et donc, ce droit à être heureux, ce droit à se centrer sur ses propres besoins, c'est progressivement transformé en une sorte de devoir d'être heureux, de se réaliser, de satisfaire ses désirs, de réussir sa vie. Mais vous savez bien qu'être parent, ben, c'est un sacerdoce, c'est un sacrifice permanent où vous devez faire passer les besoins d'un autre être humain avant les vôtres. Et donc, les parents d'aujourd'hui se sentent coincés entre deux injonctions qui leur apparaissent complètement contradictoires, celle de réussir leurs enfants et donc de faire preuve d'abnégation, et celle de réussir sa vie, ce qui implique de se centrer sur soi, sur ses besoins et ses désirs. Et ça, c'est très, très particulier à nos pays individualistes et occidentaux. Les parents des pays collectivistes n'ont pas du tout ce sentiment qu'on appelle le sentiment de restriction de rôle, donc ce sentiment que la parentalité les empêche de prendre du temps pour eux, de se réaliser en tant que personne, puisque la personne n'existe pas réellement, c'est le groupe qui importe, c'est la famille qui importe. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier à nous. Et bien sûr, depuis une dizaine d'années, s'ajoute évidemment la pression des réseaux sociaux, puisque chacun poste le meilleur de sa parentalité sur les réseaux sociaux. Il ne vous viendrait pas à l'idée de poster sur votre page des photos de vos enfants qui se disputent la télécommande, la vidéo de votre enfant qui fait une colère au supermarché que vous n'arrivez pas à gérer, du gâteau que vous avez complètement raté. Non, bien sûr, vous allez poster le plus beau gâteau que vous avez réussi, ce moment extraordinaire où vous êtes allé en famille, vous avez fait une activité qui par miracle a plu à tout le monde et tout le monde était justement heureux ce jour-là et suffisamment bien habillé que pour qu'on puisse prendre une jolie photo. Et donc, tout le monde poste le meilleur de sa parentalité, mais oublie que tout le monde fait comme ça. Et donc, quand on regarde la vie des autres s'étaler sur les réseaux sociaux, eh bien, on peut ressentir beaucoup de pression, comme si on était le seul à se poser des questions, à rencontrer des difficultés, etc. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien ce que vous dites, on comprend bien que l'être humain, le parent d'aujourd'hui est soumis à beaucoup de pression, mais ce n'est pas pour autant qu'on va tous faire un burn-out. Et vous avez raison. La pression à elle seule ne suffit évidemment pas à conduire au burn-out, heureusement, parce que sinon on serait tous dans le cas. Mais néanmoins, vous mettez cette pression qui vient d'en haut et vous lui ajoutez un enfant qui a des difficultés scolaires, un ado qui souffre d'anorexie, un adolescent qui est à vos yeux dépendant des jeux vidéo, un conjoint qui n'est pas assez présent, etc., etc. Et finalement, eh bien, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous avez trop de stress en tant que parent pendant trop longtemps et plus assez de ressources, plus assez de joie pour compenser. Et c'est finalement quand cette balance est déséquilibrée, quand vous avez trop de stresseurs et pas assez de ressources pendant trop longtemps, que le burn-out parental peut survenir. Alors, on ne tombe pas en burn-out comme on tombe dans un trou, c'est un processus. C'est un processus qui peut s'étaler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois selon le parent. Et donc, il va se dérouler en 4 phases qui sont en fait les 4 symptômes cardinaux du burn-out parental. Le premier symptôme, qui est aussi la première phase, c'est l'épuisement. L'épuisement lié à son rôle de parent. Attention, ça ne veut pas forcément dire l'épuisement qui vient des enfants. Vous pouvez être épuisé en tant que parent en ayant 3 enfants extraordinaires qui ne posent aucun problème particulier, ni à l'école, ni ailleurs. Mais peut-être que vous allez être épuisé parce que vous êtes un parent hyper perfectionniste qui veut cuisiner bio tous les jours, qui vous met une pression incroyable pour ne pas avoir un mot plus haut que l'autre, pour leur faire des chouettes activités. Ou bien vous êtes un parent qui est super anxieux et qui, même si tout va bien dans la vie de vos enfants, est toujours en train de vous inquiéter de ce qui pourrait leur arriver.
Et donc, c'est bien un épuisement lié au rôle parental, mais pas forcément lié à des difficultés de l'enfant, même si ça peut aussi être lié à des difficultés de l'enfant. Et il s'agit bien d'un épuisement et pas d'une simple fatigue. Une simple fatigue, ça part après 2-3 bonnes nuits de sommeil. L'épuisement, c'est un état de fatigue émotionnelle ou physique intense. La simple pensée de ce que vous devez faire pour ou avec vos enfants vous épuise. Ok, donc on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement intense. Et cet épuisement n'est pas forcément physique. Chez les parents de très jeunes enfants, il est physique, mais chez les parents d'adolescents, le burn-out parental peut se manifester par un épuisement qui est exclusivement émotionnel, pas physique. Ok. Alors, le deuxième symptôme, qui est en fait la conséquence du premier, c'est la distanciation émotionnelle avec ses enfants. Quand à un moment donné, le parent a si peu d'énergie qu'il va, par un mécanisme de défense, recentrer le peu d'énergie qui lui reste sur lui-même. Et donc, il va rentrer en pilote automatique. Donc, ce sont des parents qui vont vous dire, moi, je me lève le matin et j'agis du matin au soir comme un robot, en pilote automatique. Je mets un pied devant l'autre, mais jusqu'au coucher des enfants. Mais je n'ai plus l'énergie pour m'investir dans la relation avec eux, pour m'investir dans leur éducation. Et naturellement, vous vous doutez bien que quand ces deux symptômes sont présents, suit assez rapidement le troisième, qui est la perte d'épanouissement parental. Ce sentiment qu'on n'aime plus être parent, qu'on n'a plus envie d'être parent. Attention, ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on a pour ses enfants. Donc, ces parents vont dire, j'adore mes enfants, c'est pas ça le problème. J'aime bien aller la nuit, les voir dormir, parce que là, je peux ressentir tout l'amour que j'ai pour eux. Mais quand je suis en leur présence, je n'ai plus de plaisir. C'est l'épuisement, c'est la saturation, c'est l'irritation qui domine. Et ces parents vont vraiment vous dire, j'ai envie d'être autre chose que d'être mère. Je veux être autre chose que père. Donc, il y a un craving, comme on pourrait dire, d'autres rôles et le sentiment que la parentalité, que le rôle parental leur pompe, ils vont dire toute leur énergie et prennent trop de place dans leur identité. Et donc, ce rôle ne les épanouit plus. Et pour qu'on parle de burn-out parental, il faut que le quatrième symptôme soit présent, c'est le contraste entre le parent tel qu'il est devenu et le parent tel qu'il était avant. Parce qu'un parent qui aurait toujours été épuisé, qui se serait jamais investi dans l'éducation ou la relation, qui n'aurait jamais été épanoui en tant que parent, n'est pas un parent en burn-out parental. Il y a d'autres troubles, par exemple le regret permanent de maternité ou de paternité, qui peuvent expliquer ces symptômes. Dans le burn-out parental, on a un parent qui a été investi, qui a été heureux d'être parent, qui a été proche de ses enfants et qui, par l'effet d'une accumulation de stress et de fatigue, perd tout ça. Et donc, il va avoir un contraste entre le parent que je suis et le parent que j'ai été, et un contraste entre le parent que je suis aujourd'hui et le parent que je voudrais être. Et donc, je souffre de ce contraste. J'ai honte du parent que je suis devenu. Je culpabilise de ne plus arriver à être ce parent que j'étais. Et donc, vous voyez qu'assez rapidement, ces symptômes vont former des cercles vicieux. Moins je suis épanouie en tant que parent, plus ce rôle me coûte, plus je suis épuisée, plus le contraste est important, etc. Donc, j'ai mis ici le témoignage d'Elisabeth, qui est un nom d'emprunt, qui dit, donc c'est un extrait d'un long interview que nous avons eu avec elle, parce que nous avons mené des recherches quantitatives, comme je vous l'ai dit, sur plus de 18 000 parents, mais on a aussi mené des recherches qualitatives, donc des interviews approfondies de parents qui sont soit en burn-out, soit qui ont été en burn-out, pour aller plus loin dans la question du vécu. Et donc, elle dit, donc ça, c'est une maman qui était sortie du burn-out quand on l'a interviewée, mais donc on l'a interviewée, on cherchait à comprendre le processus, comment est-ce qu'elle était tombée, comment ça s'était manifesté, comment elle était sortie. Et donc, elle dit, parlant de cette période, j'étais épuisée. J'étais juste incapable de répondre aux demandes et sollicitations de mon enfant. Je pleurais de fatigue. J'étais juste épuisée, 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 épuisée. Elle répète ça. Je me réveillais avec zéro énergie et le moindre petit truc du quotidien était hyper difficile. Rien que d'imaginer ce qu'on allait manger le soir, c'était une montagne. La moindre chose à faire me demandait vraiment trop d'énergie et je n'en avais plus. Vraiment plus. J'étais juste en mode survie. Donc, j'ai pris cet extrait parce qu'il résume en quelques mots le vécu qu'on entend
tout le temps en fait des parents en burn-out. Alors Violette qui dit j'étais l'ombre de moi-même, je ne me reconnaissais absolument plus, je n'étais plus du tout qui j'étais avant. J'étais tellement épuisée que j'étais déconnectée de moi-même. C'est difficile à expliquer quand on ne l'a jamais vécu, mais j'étais vraiment un petit peu à côté de moi. Même quand je me regardais dans le miroir, je ne me voyais plus vraiment. Et donc, elle explique aussi plus loin ce contraste entre tout ce qu'elle faisait avant et ce qu'elle ne sait plus faire, et donc toute la détresse, la culpabilité, la honte que ça engendre, etc. Alors, Violette dit aussi, c'est la saturation. Elles vont se chamailler, elles vont crier 500 000 fois « Maman, 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 j'ai faim, maman, j'ai soif, maman, je dois aller aux toilettes, je dois faire ci, je dois faire ça. » Alors, elle dit, ce ne sont que des gosses et leurs demandes sont légitimes. Mais ce mot « maman », je ne le supporte plus. La première fois que votre bébé vous dit « maman », c'est le plus beau jour de votre vie. Aujourd'hui, ce n'est plus un mot que je suis heureuse d'entendre. Maman, c'est devenu un mot de torture. Donc, vous voyez, et vous allez le voir encore plus loin, le burn-out parental, ce n'est pas un trouble, une passade, un petit coup de mou. Non, c'est un trouble grave. Vous voyez que ces parents, ils sont dans une souffrance immense. Maman, c'est un mot de torture. Donc, ça dit à quel point le rôle parental est source de souffrance. Et donc, cet état de souffrance psychologique intense, il se marque aussi de manière intense dans le corps. Donc, un des marqueurs, le marqueur le plus fiable de stress chronique, c'est le cortisol capillaire. Donc, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et si je vous prends ici une petite mèche à un endroit spécifique à l'arrière de votre crâne et que je l'envoie au laboratoire, eh bien, on sait mesurer le cortisol que vous avez accumulé au cours des 3 derniers mois. Et on sait mesurer toutes sortes de choses dans les cheveux, la présence de drogue, de toxiques, etc., mais aussi la présence d'une série d'hormones. Et donc, ça nous permet d'avoir un marqueur objectif, en fait, du stress chronique. Et qu'est-ce que vous voyez? Donc, on a pris le cortisol capillaire d'une centaine de parents en burn-out qui étaient en demande de traitement pour burn-out parental, mais qui n'avaient pas encore été traités. Et on les a comparés à des parents témoins, c'est-à-dire des parents qui ont les mêmes caractéristiques sociodémographiques en moyenne, donc le même nombre d'enfants, la même structure familiale, etc., mais qui ne sont pas en burn-out parental. Qu'est-ce que vous voyez? Sur la gauche du schéma, vous voyez 2 choses. D'abord, le fait qu'être parent, c'est effectivement stressant. Donc, les parents contrôle ont effectivement un niveau de cortisol capillaire plus élevé que celui d'étudiants qui ont vécu du stress. Mais ce que vous voyez de manière plus interpellante, c'est que les parents en burn-out ont un niveau de cortisol capillaire 2 fois plus élevé que celui des parents contrôle. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 2 choses. Premièrement, ce 99 dépasse largement la valeur seuil de 75, au-delà duquel le cortisol devient délétère pour la santé. Deuxièmement, comme vous le voyez dans la partie droite de ce schéma, quand on compare les valeurs de cortisol capillaire des parents en burn-out aux valeurs de cortisol capillaire d'autres populations qui ont déjà été investiguées dans la littérature et qui sont connues pour être soumises à du stress chronique, tels que les patients qui vivent des douleurs chroniques sévères, tels que les victimes de violences conjugales, eh bien, vous voyez que le niveau de cortisol capillaire des parents en burn-out est encore plus élevé. Donc, c'est dire l'état de souffrance, de stress, de détresse, de souffrance dans lequel se trouvent ces parents. Donc, ce n'est pas un trouble qui est dans la tête, c'est vraiment un état de souffrance psychique et physique intense. Et ce lien est causal parce que quand on traite les parents pour burn-out parental et qu'on remesure leur niveau de capillaire, le niveau de cortisol capillaire 3 mois après, il est revenu au niveau des parents contrôle. Donc, quand on traite le burn-out parental, eh bien, le niveau revient à 43 et des poussières, donc vraiment au niveau des parents contrôle. Alors, ça vous donne déjà un petit aperçu des conséquences du burn-out parental, des conséquences que ça va avoir sur la santé. Parce que comme je vous l'ai dit, un cortisol capillaire au-delà de 75, ça commence à avoir des effets délétères sur la santé physique, sur toute une série de systèmes. Si vous avez une fragilité cardiovasculaire, elle va être augmentée. Ça a un effet délétère sur le système gastro-intestinal, etc., etc.
Alors, les conséquences du burn-out parental, ce que je vais mentionner ici n'apparaît pas systématiquement chez tous les parents en burn-out, mais ce sont les conséquences les plus fréquentes. Et plus le burn-out parental s'intensifie, et plus vous allez avoir ces conséquences. Donc, au début, quand le parent entre dans la première phase du burn-out, l'épuisement, eh bien, on va voir apparaître de l'irritabilité. Donc, ce n'est pas bien grave, mais c'est un signe qu'on ne doit pas ignorer. Parce que si rien n'est fait, évidemment, eh bien, le parent peut s'épuiser davantage et on peut avoir les autres conséquences. Alors, des autres conséquences plus problématiques sont les problèmes de santé physique, qui vont être la conséquence directe de ce niveau extrêmement élevé de cortisol. On va voir aussi augmenter la fréquence des comportements addictifs, notamment l'augmentation significative de la consommation d'alcool, qui est utilisée comme un moyen de s'échapper, de faire redescendre la pression une fois que les enfants sont au lit ou juste avant qu'ils aillent au lit. Et donc, c'est vraiment utilisé à des fins de régulation des émotions. Une autre conséquence plus préoccupante, beaucoup plus préoccupante encore, qui survient quand le burn-out parental s'intensifie, ce sont les idées suicidaires. Il faut savoir qu'on a montré récemment que la fréquence des idées suicidaires des parents en burn-out était bien plus élevée que celle de personnes en dépression. Or, vous le savez peut-être, les idées suicidaires sont un critère diagnostique de la dépression. Eh bien, quand vous êtes en burn-out, vous avez des idées suicidaires bien plus fréquentes que les gens en dépression, que les gens en burn-out professionnel, etc. Et ce n'est pas étonnant, parce que si vous n'êtes pas bien au travail, vous pouvez prendre quelques jours de congé, vous mettre sous certificat, changer de service, changer de travail éventuellement, mais vous ne pouvez pas changer d'enfant, arrêter d'avoir des enfants, vous mettre en congé de vos enfants, tout ça n'est pas possible. Et donc, les parents en burn-out vont nous dire « Je ne vois que ça comme issue pour m'échapper, je ne vois que ça parce que je me sens piégée, je me sens enfermée. » Donc, c'est des mots piégés, enfermés, vont revenir extrêmement souvent, en fait. Et alors, ça, c'est très, très fréquent chez les mères, les idées suicidaires. Et chez les pères, on va plus avoir, chez les pères en burn-out, l'envie de tout plaquer, de quitter le domicile familial sans laisser d'adresse, de quitter le foyer et de laisser la garde des enfants à l'épouse. Donc voilà, ça se manifeste un petit peu différemment, mais les deux vont avoir, les deux genres, père et mère, vont avoir une augmentation des idées suicidaires et de l'envie de tout plaquer. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont passer à l'acte, mais ces envies sont très fréquentes avec des plans qui peuvent être très, très, très précis. Alors, outre les conséquences sur le parent, il va aussi avoir des conséquences sur l'enfant. Donc, la première conséquence à apparaître, ça va être la négligence des besoins affectifs de l'enfant. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, le burn-out parental va engendrer une distanciation émotionnelle. Le parent, voilà, fait ce qu'il faut, met un pied devant l'autre, mais il n'a plus l'énergie d'écouter vraiment son enfant, de le consoler quand il a vécu une journée difficile, etc. Donc, la première forme de négligence, c'est la négligence des besoins affectifs. L'enfant a une mauvaise journée, il a besoin d'être consolé, le parent n'a plus d'énergie. Ou l'enfant a besoin de faire un câlin plus long le soir et le parent n'a plus l'énergie. Quand le burn-out parental s'intensifie, on peut voir apparaître des comportements de négligence éducative. Donc, ça peut prendre différentes formes, soit le parent qui faisait les devoirs avant n'a plus le courage de les faire, ou le parent n'a plus le courage de faire respecter les règles de la maison qu'il s'était fixée. Donc, imaginons chez moi, par exemple, la règle, c'est un bonbon par jour, et pas plus qu'un bonbon par jour. Eh bien, si je suis en burn-out, typiquement, je pourrais dire à ma fille, tu sais quoi? Prends tout le paquet de bonbons, je veux rien savoir. Et donc, les parents vont nous dire, voilà, on avait des règles qui avaient toujours fonctionné, mais en fait, j'ai juste plus l'énergie. J'ai plus l'énergie de les faire respecter. Et donc, petit à petit, évidemment, ils vont lâcher, ce qui va rendre les enfants plus difficiles, et vous voyez les cercles vicieux. Et quand le burn-out parental s'intensifie encore, on peut avoir de la négligence des besoins physiques, où le parent n'a plus le courage de faire à manger, où le parent n'a plus le courage, n'a plus l'énergie d'emmener son enfant chez le médecin alors qu'il sent qu'il devrait, n'a plus le courage d'aller chercher des médicaments alors qu'il sent qu'il devrait, etc. Donc, vous voyez, si vous voulez, une intensification en fonction de l'intensification du burn-out. Et c'est pareil pour la violence. Donc, vous allez avoir au début de l'irritabilité. Et puis, cette irritabilité, donc, qui prend la forme d'impatience, d'un ton plus sec. Allez, mets tes chaussures maintenant, allez.
mais peut, à un moment donné, quand le parent devient de plus en plus épuisé, se transformer en violence verbale, où le parent peut insulter ses enfants ou avoir des mots très durs et très violents pour l'enfant, comme « ma vie était tellement mieux quand tu n'étais pas là » ou « je regrette de t'avoir eu » ou « aujourd'hui, maman ne t'aime plus ». Et donc après, ces parents, évidemment, ils n'en dorment pas de ces mots qu'ils ont dit. Donc, vous voyez aussi le cercle vicieux entre l'épuisement émotionnel et puis l'épuisement physique. Et puis, quand le burn-out parental devient vraiment, vraiment sévère, on peut avoir apparaître la violence physique, y compris chez des parents qui n'ont jamais été violents avant et qui sont philosophiquement opposés à la violence. Et ça, c'est particulièrement douloureux parce que imaginez que vous êtes opposé à la violence et puis que vous en arrivez à violenter votre enfant, vous n'en dormez plus. Et donc, vraiment, il y a des cercles vicieux extrêmement douloureux qui se mettent en place et où le parent s'isole de plus en plus parce qu'il a honte et donc il n'ose pas demander de l'aide parce qu'il a peur qu'on lui retire ses enfants. Enfin, c'est vraiment très, très compliqué. Et donc, c'est difficile parce que le parent a été ce bon parent et puis il se voit à l'opposé de ce parent qu'il était et qu'il voulait être. Donc, il y a vraiment une blessure extrêmement profonde au niveau du soi, de l'estime de soi, mais aussi de ce qu'on appelle le soi parental. J'ai pris un témoignage qui illustre ces hurlements hystériques que les parents rapportent fréquemment, que les parents épuisés rapportent fréquemment. Elle dit, donc c'est quelqu'un qui s'entendait super bien avec sa fille, avait une très bonne relation, etc. Une maman hyper dans la parentalité positive et bienveillante, etc. Enfin, voilà, elle a suivi tous les ateliers, tout ça. Ça se passait super bien. Et puis, pour un ensemble de raisons, elle s'est épuisée avec son second enfant. Et donc, elle explique, j'avais vraiment des crises de colère très intenses à l'égard de ma fille que je ne supportais plus, en fait. Ça, c'est son aînée qu'elle ne supportait plus, avec laquelle elle s'entendait super bien. Ça me faisait mal au cerveau quand elle partait avec ses cris et ses pleurs. Et du coup, oui, j'avais vraiment des hurlements hystériques, très violents, une violence verbale très forte. J'essayais très fort de lutter contre la violence physique, mais il m'est arrivé d'avoir eu envie de la tuer. Un jour, elle ne voulait plus faire de sieste, mais l'enfant allait avoir 5 ans, donc à 5 ans, on ne fait plus de sieste chez nous en Belgique. Or, la sieste, j'y tenais. C'était juste pas possible d'encore gérer l'après-midi si elle ne dormait pas. Du coup, je l'avais mise dans son lit, sa tête avait heurté le bord du lit et elle s'était mise à pleurer. Et là, j'avais vraiment eu envie, j'aurais juste eu envie de la boxer jusqu'à la mort. C'est à ce moment-là que j'ai consulté une psy parce que je me suis dit, là, je ne peux pas, je mets en danger les enfants. Et donc, elle a effectivement, l'histoire s'est bien terminée parce qu'elle a effectivement consulté une psy et le jour même où elle a appelé la psy, elle a aussi appelé une agence de jeunes filles au père et la semaine suivante, elle avait une jeune fille au père qui était chez elle. Mais cette maman était doublement privilégiée. Privilégiée au niveau financier, elle savait se permettre les services d'une au pair, ce qui est très cher. Et elle était aussi privilégiée en termes de niveau d'éducation. Donc, elle était avocate. Elle avait été éduquée dans une famille relativement ouverte, donc elle ne se disait pas que les psys, c'est pour les fous. Donc elle a pu, à ce moment-là, se dire non, là, ça ne va plus, je dois appeler. Mais vous savez bien que tout le monde n'est pas aussi privilégié, tout le monde n'a pas les moyens de se payer nos pères, loin de là, et tout le monde ne vient pas d'un milieu qui est ouvert. Dans beaucoup de milieux, encore aujourd'hui, on se dit que les psys, c'est pour les fous, on a cette image erronée des psys, mais qui fait qu'on n'ose pas demander de l'aide. Et donc, vous voyez très bien comment cette maman, si elle n'avait pas pu appeler un psy, si elle n'avait pas pu mettre en place ce qu'elle a mis, on voit bien qu'elle aurait pu déraper vers la violence physique quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc, ça n'a pas été le cas ici, malheureusement c'est le cas pour d'autres parents en burn-out, mais j'aime bien cet extrait parce qu'on sent très bien elle se freine, elle essaie de s'inhiber, elle lui parvient encore, mais elle est vraiment sur le fil. Alors le couple, il n'est pas épargné non plus. Il y a une augmentation des conflits, comme vous pouvez vous l'imaginer. Le parent burn-out qui reproche à son conjoint d'être pas assez présent, ou le conjoint qui reproche au parent burn-out la manière dont il traite les enfants, ou, comme c'est le cas ici d'Elisabeth, le parent burn-out qui se contient vis-à-vis des enfants et puis qui explose sur son conjoint, qui devient un exutoire en fait. Et donc elle dit, j'étais exaspérée, oui, exaspérée par mon enfant qui me sollicitait. Et donc oui, j'étais exaspérée, énervée par cet enfant qui me gênait.
Et elle poursuit en disant, j'essayais de gérer, puis du coup, quand mon mari arrivait, j'explosais parce que je n'en pouvais plus, et j'essayais de me décharger sur lui plutôt que sur les enfants. Mais du coup, je l'injuriais, c'était vraiment horrible. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend fréquemment quand je donnais encore des conférences en présentiel. Il n'était pas rare que des conjoints viennent, bien sûr, il y avait souvent des parents qui venaient poser des questions après les conférences, mais aussi des conjoints et qui me disaient exactement ça. Qu'est-ce que je dois faire? Je préfère qu'elle se décharge sur moi que sur les enfants, mais en même temps, notre couple ne va plus parce que moi, je ne peux plus continuer comme ça. Et donc, voilà, le couple n'est vraiment pas épargné. Alors, je pense que vous avez compris que le burn-out parental, c'est une affaire sérieuse. Mais évidemment, on peut se dire, oh, ma foi, si ça ne touche qu'un parent sur 1 million, est-ce qu'on va vraiment s'exciter pour ça? Et donc, c'est important de savoir combien de gens ça touche en réalité. Et on a mené une recherche avec des collègues dans 42 pays. Enfin, on a mené toute une série de recherches, d'abord en Belgique et en France, puis dans d'autres pays occidentaux, et puis finalement une recherche internationale où il y avait donc 42 pays pour comparer la prévalence du burn-out parental à travers le monde. Et vous voyez ici la carte, donc en couleur les pays qui ont participé à l'étude, en blanc ceux qui n'ont pas participé. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que le burn-out parental est beaucoup plus présent dans les pays occidentaux. Et je peux vous dire, parce qu'on a mesuré toute une série de variables dans cette étude, qu'en réalité, le meilleur prédicteur au niveau global de la prévalence du burn-out parental, c'est le degré d'individualisme d'un pays. Et on va pouvoir y revenir au niveau des questions si ça vous intéresse. Pourquoi est-ce que les pays occidentaux individualistes sont plus à risque de burn-out parental que les autres? Mais vous voyez que ça peut varier du simple au septuple. Et attention, c'est la prévalence instantanée. Donc la prévalence instantanée, c'est le pourcentage de la population qui présente le trouble au moment de l'étude. Donc ici, 7 à 8% dans les pays les plus touchés, mais cette prévalence est toujours inférieure à la prévalence vie entière, puisque il y a des gens à ce moment-là qui ont été en burn-out par le passé, qui ne le sont plus, ou qui ne le sont pas encore, et qui vont l'être après. Et donc, alors vous allez me dire, oui, mais 5, 7, 6, 7%, vraiment, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, en France, 900 000 par an. Donc, ce n'est pas un petit nombre de parents, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui chaque année, des milliers de parents, des centaines de milliers de parents, qui chaque année traversent cet épisode, qui chaque année plutôt, il y a des centaines de milliers de parents qui vont faire un burn-out parental et donc traverser cette période d'intense souffrance où ils ont l'impression que leur avenir est bouché, qu'il n'y a pas d'autre solution que le suicide. Et chacun de ces parents a le sentiment qu'il est le seul à vivre ça. Et donc s'isole, n'ose pas demander de l'aide, etc. Et c'est pour ça que des conférences comme celle de ce soir, les articles dans les journaux sur le burn-out parental, etc., c'est très important parce que ça contribue à lever ce tabou et à permettre aux parents de faire face à cette réalité. Et c'est un trouble qui touche beaucoup de monde. Alors, comment est-ce qu'on tombe en burn-out? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde peut en arriver là. Et vous allez bien comprendre pourquoi dans un instant. Je vais vous donner juste avant un petit aperçu, une petite histoire pour vous faire comprendre comment n'importe qui peut basculer là-dedans pourvu que les circonstances changent. C'est une maman qui m'écrit il y a 2 semaines. Et c'était un très très long mail, hein, je vous le résume. Et elle me dit, voilà, j'avais vu passer ces trucs de burn-out parental depuis 2 ans. Et puis, je me disais, c'est un truc de mode, allez, franchement. Et elle me dit, j'étais complètement détachée de ça. J'étais absolument sûre que jamais une chose pareille ne pouvait m'arriver. Et pour cause, elle avait 4 enfants, un mari hyper attentionné, présent, tout roulait, des enfants sages, qui réussissent bien à l'école, enfin voilà. Et donc, ils se disent, tout se passe bien, allez, si on en lançait un petit dernier, un petit 5e. Et donc, elle dit, voilà, je tombe enceinte, la grossesse se passe relativement bien. Et voilà que, fin de la grossesse, la pandémie éclate et mon mari, qui était médecin, est réquisitionné au front et je ne le vois plus. Et donc, il n'est plus du tout présent. Donc, lui qui était présent à mes côtés, etc., il n'est plus là.
Et mon enfant naît, et cet enfant, alors que les autres, tout s'était très bien passé, celui-là, il a d'énormes problèmes de reflux, cet enfant pleure à longueur de journée, il pleure tout le temps, le seul moyen pour qu'il ne pleure pas, c'est de le prendre dans mes bras, et encore, il pleure l'essentiel du temps. Et donc elle dit, j'étais là toute ma journée avec cet enfant dans les bras, chez moi, et forcément, dit-elle, mes 4 autres enfants n'avaient plus de maman, et leur seule manière d'avoir un peu de mon attention, c'était d'être difficile. Et donc elle dit, j'avais 4 enfants parfaitement sages, qui sont devenus 4 enfants extrêmement difficiles. Et donc voilà, et elle m'explique comment, au fur et à mesure des mois, elle a progressivement glissé vers ce fameux burn-out parental, et donc elle me demandait si je connaissais un professionnel dans sa région. Mais vous allez voir qu'il ne faut pas nécessairement une pandémie pour que votre circonstance change. En réalité, c'est vraiment cette histoire de balance. Si pendant trop longtemps, vous avez trop de stresseurs qui s'accumulent et plus assez de ressources, et ces stresseurs et ces ressources, vous allez voir, peuvent être très divers, eh bien, vous devenez un bon candidat au burn-out parental. Et donc, le burn-out parental, ce n'est pas qu'un truc de femme. Ça, c'est quelques mythes qui sont tombés avec les recherches sur le burn-out parental. Non, il y a 1/3 des parents burn-out qui sont des hommes, dans nos pays en tout cas. Le burn-out parental ne touche pas que les parents qui ont un enfant handicapé, malade ou difficile. Le burn-out parental peut toucher des parents qui ont des enfants parfaitement faciles, parce que ces parents sont super anxieux, parce que ces parents sont super perfectionnistes, parce qu'ils ne reçoivent pas d'aide, etc. Les familles monoparentales sont beaucoup plus à risque de burn-out parental. Elles sont un peu plus à risque, mais pas beaucoup plus à risque. Les familles précarisées sont beaucoup plus à risque. Non, elles sont effectivement un peu plus à risque, mais les familles extrêmement éduquées sont aussi un peu plus à risque. On ne peut pas tomber en burn-out parental juste à cause d'un enfant difficile. Donc, un enfant difficile, c'est un stresseur qui va peser sur votre balance, mais si vous avez un conjoint investi qui vous aide, si vous avez le soutien des grands-parents, etc., vous n'allez pas tomber en burn-out parental. Donc, un facteur tout seul, fût-il un gros stresseur, ne suffit pas à expliquer le burn-out parental. Et on ne tombe pas non plus en burn-out parental parce qu'on n'est pas aidé par son coparent. Oui, c'est un gros facteur de risque, ça, mais de nouveau, tout seul, il ne suffit pas. Si vous n'êtes pas aidé, mais que vous êtes quelqu'un d'hyper zen, hyper coulant, que vous avez des enfants qui sont hyper faciles, etc., ce facteur-là, le fait de ne pas aider, ne suffira pas à vous emmener en burn-out parental. Il faut que d'autres facteurs s'accumulent. Donc, le burn-out parental, c'est toujours une histoire d'accumulation et toujours une histoire de déséquilibre. De déséquilibre entre, d'un côté, tous les facteurs qui contribuent à augmenter mon stress en tant que parent, et ça peut être des facteurs externes, comme le fait d'avoir un enfant malade, un enfant qui souffre d'une dyslexie, dyscalculie, tout ce que vous voulez, un enfant au potentiel qui vous sollicite sans cesse, un enfant malade, un enfant handicapé, tout ce que vous voulez, ou ça peut être aussi des facteurs internes qui n'ont rien à voir avec l'enfant, qui n'ont rien à voir avec des causes externes, mais qui ont à voir avec vous. Les parents qui veulent être des parents parfaits, qui sont hyper perfectionnistes, sont beaucoup plus à risque de burn-out parental. C'est un facteur qui pèse lourd dans leur balance. Les personnes qui ont des difficultés à gérer le stress, qui sont désorganisées, sont aussi des personnes qui vont être beaucoup plus à risque. Et donc, il y a tous ces facteurs qui vous sont propres. Les stresseurs dans votre balance ne sont pas les mêmes que les miens, ils ne sont pas les mêmes que les autres personnes ici, même s'il y en a des facteurs en commun. Et puis, il y en a des ressources. Des ressources, c'est tous les facteurs qui vont diminuer notre stress de parent. Ça peut être des facteurs externes, avoir de l'aide de son conjoint, de l'aide extérieure, de voisins, de la famille. Ça peut être avoir des bonnes compétences émotionnelles, ça peut être avoir une personnalité zen, être cool, accepter ses limites, celles de ses enfants, etc. Donc, il y a toujours des stresseurs et des ressources de nature interne et externe. Et généralement, dans la plupart des années de notre vie parentale, eh bien, les ressources suffisent à compenser la présence des stresseurs. Et puis, il y a des moments où il y a des ressources importantes qui tout d'un coup disparaissent. Le mari ou l'épouse accepte un poste à responsabilité et ne peut plus participer aux charges. Ou la maman qui aidait beaucoup souffre de démence et donc ne peut plus venir aider. Donc ça, c'est des ressources qui disparaissent et qui déséquilibrent votre balance. Ou des facteurs de stress qui s'ajoutent. Votre enfant n'avait jamais aucune difficulté scolaire et puis à l'arrivée dans le secondaire, il commence à avoir des difficultés. Ou votre enfant présente de l'anorexie ou une dépendance aux jeux vidéo, etc. Donc, votre balance, c'est jamais figé. La balance, elle est en constant mouvement. Mais il y a des moments de la vie où elle se déséquilibre et où on ne parvient pas à la rééquilibrer. Et c'est là qu'on devient très vulnérable
au burn-out parental. Oups. Et donc, chaque burn-out a son histoire, parce que ce qui est dans votre balance, ou dans la balance de Julie, pour donner un exemple, elle est une famille monoparentale, elle a peu de revenus, elle a un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, elle n'est pas très à l'aise avec ses émotions, elle n'arrive pas à être consistante dans le respect des règles, elle n'a forcément pas de soutien conjugal vu qu'elle est une famille monoparentale, et elle a des ressources, les grands-parents sont présents, mais ces ressources ne sont pas suffisamment importante. Mais donc, voilà, peut-être vous avez autre chose dans votre balance, et peut-être qu'elle est en équilibre, ou peut-être pas. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort de ce burn-out parental quand on voit qu'on est dedans, un pied dedans, totalement dedans, et qu'on voit que notre balance, elle est déséquilibrée? Alors, je ne peux pas évidemment comment dire, je ne peux pas vous faire une thérapie ce soir, c'est impossible, d'autant que ça dépend, la thérapie est toujours individualisée en fonction de ce qu'il y a dans votre balance, des stresseurs qui sont présents, des ressources qui n'y sont pas, etc. Mais voilà, je vais vous donner quelques exemples de choses qu'on est souvent amené à aborder avec les parents en burn-out. Alors, bon, je pars du postulat évidemment que ces personnes sont arrivées jusqu'à nous. À vrai dire, c'est déjà un postulat fort parce que beaucoup de parents en burn-out, comme je vous disais, s'isolent, ils se sentent honteux, coupables, ils ont l'impression qu'ils sont seuls dans le cas. Donc la première chose pour s'en sortir, c'est pouvoir demander de l'aide. Alors, demander de l'aide à ses amis, c'est pas toujours une bonne idée parce qu'on n'est pas trop sûr parfois qu'on va pas être jugé, etc. C'est mieux de trouver un professionnel, quelqu'un qui est formé pour accueillir, écouter, laisser dire la souffrance, quelqu'un chez qui vous pouvez vous déposer tout votre sac en étant certain de ne pas être jugé. Alors, ce n'est qu'une fois que le parent il a pu déposer ce sac, toute cette souffrance, cet énorme paquet de détresse, de stress, de culpabilité, de rage, de tout ce que vous voulez, que seulement une fois que tout ça aura été déposé, ça peut prendre plusieurs séances, on pourra commencer à essayer de rééquilibrer cette balance, de voir d'abord ce qu'il y a dans cette balance, parce que le parent burn-out ne sait pas faire cet exercice seul, il a une vision extrêmement réduite, souvent il dit « je suis en burn-out parce que mon fils est difficile » ou « je suis en burn-out parce que mon épouse ne m'aide pas ». Non, un facteur tout seul ne suffit pas, et donc on va faire la balance. Et puis, on va travailler sur ce qu'il y a donc dans cette balance, et on va essayer d'ajouter ou renforcer des ressources, d'éliminer ou réduire le poids de stresseurs, et puis de faire un travail sur le fait que dans la balance, on a tous, vous comme moi, à la fois des stresseurs qui sont irréductibles. Si vous avez un enfant qui a des difficultés scolaires, vous ne pouvez pas faire hop et ça va disparaître. Elles seront toujours là. Mais par contre, il y a moyen peut-être d'alléger le poids de ces difficultés sur vous et de faire en sorte que ce ne soit pas vous qui deviez porter tous les devoirs, par exemple. Mais il y a des stresseurs irréductibles. Et on a tous aussi dans notre balance des ressources inaccessibles. Peut-être que tous vos amis bénéficient de l'aide de leurs parents, donc des grands-parents, et peut-être que les vôtres, ils ont décidé d'aller passer leur retraite dans le sud de l'Espagne. Mais voilà, c'est une ressource qui est inaccessible pour vous. Mais ce n'est pas grave, il y a d'autres ressources qu'on va pouvoir mobiliser. Mais il y a des personnes qui vont mener des espèces de combats stériles pour essayer d'obtenir des ressources qui ne viendront jamais. Et donc, elles s'épuisent, si vous voulez. On a des personnes qui vont littéralement s'épuiser à solliciter de l'aide de leur conjoint qui n'a aucun intérêt pour l'éducation des enfants. Et donc, parfois, certains combats sont stériles. Parfois, ça vaut la peine de mettre de l'énergie pour solliciter le conjoint. Donc, de nouveau, ça varie d'un parent à l'autre. Mais parfois, on sent que c'est un combat stérile. OK ? Donc, ça, c'est en gros le plan. Alors, là-dedans, on va quand même très souvent... alors, j'ai peut-être un biais parce que moi, je vis dans une région qui est plutôt une région favorisée de Belgique. L'université de Louvain est située en Brabant wallon, qui est la province la plus riche de la Wallonie. Et donc, on a des parents qui sont relativement aisés. Et peut-être, je n'en sais rien, peut-être que le perfectionnisme parental est plus présent, mais je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va clairement travailler avec toute une série de parents sur ce perfectionnisme, le fait que ces parents veulent absolument être des parents parfaits. Et
Ce perfectionnisme parental, c'est un très gros facteur de risque du burn-out parental. Et souvent, pas toujours, mais souvent, il va naître d'une enfance qui a été malheureuse, difficile, où le parent veut être le parent parfait qu'il n'a pas eu, il veut être le parent qu'il aurait voulu avoir. Et en même temps, du fait qu'il a eu des parents défaillants, il n'a en fait pas eu les bons modèles. Et donc, si vous voulez, il a la barre hyper haut et pas du tout le mode d'emploi pour savoir comment atteindre cette barre. Et donc, forcément, toutes les conditions d'épuisement sont réunies. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Alors, il y a des personnes qui sont perfectionnistes de nature, donc sans avoir eu une enfance particulièrement difficile, ou qui sont très sensibles à l'image qu'elle renvoie. Et donc là aussi, il y a souvent tout un travail à faire. Et c'est un travail qui est profond, hein. Je n'ai pas le temps de rentrer ici en profondeur, mais c'est vrai que cette question de l'image qu'on renvoie et qui peut être piégeante, où des parents s'enferment en fait dans le fait de vouloir donner l'image d'un parent parfait, eh bien, elle est très bien illustrée par votre compatriote Hélène Bonhomme, qui est une blogueuse qui avait écrit un petit livre « C'est décidé, je suis fabuleuse », dans lequel elle dit « Mon entourage ne comptait que des mères parfaites. J'en faisais partie, jouant sur les réseaux sociaux, dans les supermarchés ou les aires de jeu, à la mère de jumeaux qui assure à tous les niveaux. Je me suis rendue complice d'une imposture qui date de la nuit des temps et qui laisse penser à chaque femme qu'elle est la seule mauvaise mère. Combien de fois a-t-on demandé de mes nouvelles et combien de fois ai-je répondu avec un large sourire que tout allait bien, comme pour faire mentir les statistiques sur les jeunes parents en détresse, pour ensuite m'effondrer en larmes au volant de ma voiture. C'est à la lecture du témoignage d'une autre maman de jumeaux à bout de force que le tabou s'est brisé. Je me mentais avant tout à moi-même. Je faisais tout pour garder en vie mon idéal de la mère parfaite. Et donc voilà, ça c'est vraiment, oui, c'est quelque chose qu'on est souvent amené à travailler et ça implique parfois un travail en profondeur jusque dans certaines racines dans l'enfance. Alors une autre chose, c'est la question de choisir ses combats et en particulier de commencer à y voir un peu plus clair. Et donc pour ce faire, on peut faire le bilan de ce qui nourrit et de ce qui coûte. Parce que le parent qui est en burn-out, si vous lui demandez « mais qu'est-ce qui t'épuise particulièrement ?» il va vous dire « mais tout m'épuise, tout, je n'en peux plus ». Et donc, si vous voulez, il est tellement épuisé, irrité par ce rôle parental qu'il n'arrive plus à voir clair. Alors, on peut faire quelque chose comme ça, ici c'est un tableau un peu simplifié, mais vous avez les différents jours de la semaine, puis 2 colonnes, ce qui me nourrit, ce qui m'épuise. Donc, ce qui me nourrit, c'est qu'est-ce qui contribue dans mon rôle de parent à recharger mes batteries. Alors, vous voyez lundi, cette maman, il n'y a rien qui la nourrit et ce qui l'épuise, lutter pour les devoirs avec son fils. Mardi, rien qui la nourrit, ce qui l'épuise, lutter pour les devoirs avec son fils. Mercredi, elle adore aller à la piscine avec ses enfants, ça recharge ses batteries. Ce qui l'épuise, lutter pour les devoirs. Jeudi, rien ne la nourrit, ce qui l'épuise, la course pour être à l'heure pour le cours de danse de sa fille, lutter pour les devoirs. Le vendredi, ça, elle adore la soirée en famille du vendredi et heureusement, il n'y a rien qui l'épuise ce jour-là. Le samedi, rien de particulièrement nourrissant et ses trajets aller-retour pour l'entraînement de sport, etc., ça l'épuise. Et le dimanche, ça c'est un chouette jour qu'elle aime beaucoup aussi, comme le vendredi, ils font souvent une activité en famille. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a clairement un enjeu autour des devoirs. Alors, c'était pas simple parce que cette maman... elle avait eu des parents qui avaient abdiqué très rapidement sur la question de l'éducation, qui ne l'avaient jamais poussée. Et donc, elle estimait, de son point de vue, qu'en fait, elle n'avait pas fait des études à la hauteur de ses capacités, qu'elle n'avait pas un métier à la hauteur de ses capacités, et que donc, quelque part, elle avait raté une partie de sa vie à cause de ça. Et donc, c'est un véritable cheval de bataille pour cette maman, que ses enfants puissent réussir à l'école, bien réussir, et avoir un métier à hauteur de leurs capacités. Donc, quand vous dites à cette maman... Est-ce que vous pourriez envisager de ne plus faire les devoirs avec les enfants? Non, non, ça c'est même pas, au départ, c'est pas entendable. Et donc, il va y avoir tout un travail à faire pour voir comment est-ce qu'on peut respecter cette valeur qui est très importante pour elle, d'amener ses enfants à avoir une éducation à la hauteur de leurs capacités, sans elle s'épuiser dans ses devoirs, parce que c'est épuisé dans les devoirs, et puis elle se dispute avec son fils, qui rechigne, puis ça leur gâche tout l'après-école et puis le souper du soir parce qu'ils sont tendus, que le père s'énerve parce que tout le monde est tendu, etc. Donc voilà, mais c'est un travail qu'on peut faire.
Alors, une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est quand il y a un enfant difficile, c'est aussi choisir ses combats. Parce que le scénario du parent qui a des enfants difficiles et qui en vient à s'épuiser, c'est que soit il ne lâche rien, et donc c'est un combat permanent, ce sont des disputes quotidiennes, tout devient sujet à dispute, et donc c'est un enfer, soit le parent n'en peut plus et il abdique complètement. Et donc là, tu veux faire ça? J'en ai rien à cirer, fais ça, fais ta vie, je ne veux plus rien savoir. Mais donc on se rend bien compte que dans les deux cas, c'est pas bon, ni pour le parent, ni pour l'enfant, ni pour la relation. Et donc on va demander aux parents de lister les comportements difficiles dans 3 colonnes. Dans la première colonne, il ne peut en mettre que 3. Ça, c'est les comportements que le parent juge totalement inadmissibles. Par exemple, quand il s'en prend physiquement à son frère, par exemple, ou quand il jette son assiette sur les murs. Donc, c'est propre à chaque parent. Un autre parent va vous dire ce qui est insupportable pour moi, c'est quand il refuse d'aller au lit. Donc, ok, ce qui est vraiment absolument insupportable pour vous, que vous jugez inadmissible, vous le mettez là. Mais donc, maximum 3. Puis, vous allez avoir dans la deuxième colonne les comportements difficiles à supporter. Par exemple, quand il me répond, par exemple, ou quand j'arrive dans sa chambre, que je lui ai demandé de ranger, que c'est toujours le bordel après 10 fois, etc. Et puis, vous avez les comportements supportables, c'est-à-dire les comportements dont le parent sait qu'en fait, il ne devrait pas laisser faire, enfin, il a cette idée qu'il ne devrait pas laisser faire, mais qui, en fait, l'arrange. Par exemple, le parent qui vous dit, voilà, moi j'ai été élevé, on m'a toujours dit qu'il fallait demander de pouvoir sortir de table avant de quitter la table. Je sais que théoriquement, je devrais faire passer ça à mes enfants. Mes parents n'arrêtent pas de me dire que mes enfants sont mal élevés. Mais au fond, vous savez quoi? Le dîner, c'est tellement un enfer avec eux que, en fait, je suis contente quand ils quittent la table. Donc, vous voyez, vous avez cette classification. Et alors, on va demander aux parents de se focaliser uniquement sur la colonne des comportements inadmissibles et de le dire à l'enfant. Donc là, on va réfléchir en amont à des sanctions, si le comportement est posé. Et on va l'expliquer à l'enfant en disant, voilà, je suis épuisée et à cause de ça, ça ne va plus. Donc, je vais me centrer sur ces 3 comportements-là qui sont absolument inadmissibles. Et voilà, chaque fois que tu vas poser ce comportement, voilà quelle sera la sanction. Et donc, la sanction a été décidée en amont, l'enfant est au courant, elle sera toujours appliquée. Par contre, dans les 3 semaines qui viennent, ceci, sur lequel on se dispute habituellement, je ne te dirai plus rien. Et donc, si je rentre et que ta chambre est en foutoir, je ne dirai plus rien. Et donc, ça me permettra à moi de récupérer de l'énergie et ça permettra de restaurer une relation. Mais donc, on va expliquer ça à l'enfant, si vous voulez. Et donc, réellement, l'objectif, c'est que le parent puisse se faire respecter pour ce qui est important pour lui et en même temps récupérer de l'énergie. Donc, ce n'est pas la seule chose qu'on va faire avec des enfants difficiles, hein, mais je vous donne quelques exemples ici. Alors, dans beaucoup de cas, on va travailler l'équipe parentale. Parfois pas, parce que parfois, c'est un combat qui est vain. On a un coparent parfois même de parents divorcés qui n'a pas du tout, qui n'a aucune envie de prendre sa place et que l'enfant n'a pas forcément envie de voir. Donc voilà, parfois on va faire un travail d'acceptation, mais parfois quand on sent que les deux ont envie de s'investir mais que ça ne fonctionne pas, on va travailler donc sur l'augmentation du soutien concret et ou émotionnel. Je ne vais pas aller dans le stéréotype, mais quand même, souvent les femmes vont dire qu'elles manquent de soutien concret. Et donc, l'idée, ça va être de voir comment est-ce qu'elles peuvent faire des demandes, parce qu'elles vont dire, mais oui, mais ils devraient savoir que ça m'énerve. Mais en fait, elles ne leur disent pas souvent exactement ce qu'elles attendent d'une manière constructive. Et à l'inverse, les hommes, ils se plaignent souvent du manque de soutien émotionnel, d'avoir l'impression d'être pas valorisés par leur épouse. Donc, voilà, il y a, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plein de choses à faire au niveau de la coparentalité pour l'améliorer et renforcer cette équipe. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille souvent et qui amène à travailler la question de la communication dans le couple et entre les coparents naturellement. Alors, quand on a des enfants difficiles, on va être amené souvent à travailler les pratiques parentales et 2 choses en particulier, même si beaucoup de choses peuvent être travaillées, mais souvent la notion de consistance. Donc, les parents, parfois, n'étaient pas consistants au départ, ou bien à cause de l'épuisement, ils sont devenus inconsistants. Et donc, comme je vous expliquais tantôt, le parent qui, quand il est épuisé, finalement abandonne cette règle et dit prends tout le paquet de bonbons, je ne veux rien savoir. Tu sais que c'est un bonbon par jour, mais tu veux tout le paquet, prends tout le paquet.
eh bien l'enfant, il apprendra que quand son parent est épuisé, le parent lâche. Donc il va scier, comme on dit, pour pouvoir obtenir ce qu'il veut, ce qui va être plus épuisant pour le parent. Donc la consistance, c'est souvent quelque chose sur lequel on va travailler, et aussi le cadre. Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup d'éducation positive et bienveillante, on parle beaucoup de discipline positive, mais on est dans une ère du temps où on met beaucoup l'accent sur le côté positif et bienveillant, et assez peu l'accent sur le cadre. Or, l'enfant a besoin d'un cadre. C'est absolument rassurant pour un enfant d'avoir un cadre. L'enfant, sinon, c'est comme une balle magique. Vous savez, ces petites balles, vous les jetez, elles rebondissent dans tous les sens. Mais c'est exactement comme ça. Et donc, sans cadre, c'est angoissant. Il ne peut pas bien se développer. Et donc, il faut un cadre dans lequel la balle magique va pouvoir se mouvoir et s'épanouir. Et donc, ce cadre, le définir, apprendre comment le faire respecter, etc., c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Donc, pas chez tous les parents, hein, parce qu'il y a plein de parents burn-out qui ont des pratiques parentales tout à fait parfaites et leur burn-out ne vient pas du tout de là. Mais quand il y a des enfants difficiles, c'est souvent quelque chose sur lequel on travaille. Et alors, une autre chose sur laquelle on va travailler, pas au début de la prise en charge, mais plus tard dans la prise en charge, c'est la question des moments de qualité ou des temps de qualité. Et donc, j'achèverai cette conférence là-dessus. Un moment de qualité, c'est un moment où tant le parent que l'enfant, donc c'est une activité que le parent aime faire, que l'enfant aime faire et qu'ils aiment faire à deux. Donc, si moi, j'aime aller au musée, mais que ma fille déteste ça, c'est pas un moment de qualité. Si ma fille, elle adore faire du vélo et que je déteste ça, c'est pas un moment de qualité. Mais si ma fille, elle adore aller faire du shopping, que moi j'aime ça aussi, et qu'on aime faire du shopping ensemble, ce qui pourrait ne pas être le cas, alors c'est un moment de qualité. Si un papa adore jouer à un tel jeu vidéo, son fils aussi, mais qu'il n'aime pas y jouer ensemble parce que le papa ne supporte pas que son fils soit un mauvais perdant, c'est pas un temps de qualité. Mais si le papa adore ce jeu vidéo, le fils aussi, et qu'ils aiment y jouer ensemble, ça c'est un moment de qualité. Et donc, je fais exprès de prendre des exemples contre-intuitifs. Vous voyez, j'ai pris des non-temps de qualité liés à des musées, des jeux de société, du vélo, etc. Et j'ai pris des temps de qualité liés à des choses qu'on ne pense pas nécessairement importantes pour l'éducation, comme du shopping ou des jeux vidéo. Les parents d'aujourd'hui, dans notre culture, ont tendance à essayer de faire des activités avec leurs enfants qu'ils estiment éducatives. Et bien sûr, c'est très bien d'éduquer ses enfants, mais parfois les parents se sacrifient littéralement pour des activités qu'ils estiment éducatives ou qu'ils estiment bonnes pour la santé, mais ils se sacrifient, ils s'épuisent, ça leur coûte, c'est pas un bon moment, et finalement, ça n'aide pas ça les dégoûte de la parentalité. Alors que quand vous faites avec votre enfant des choses que vous appréciez, qu'il apprécie, que vous aimez faire ensemble, ça vient nourrir la relation, ça vient nourrir le plaisir d'être parent, ça vient nourrir l'attachement de l'enfant, et l'attachement, c'est la chose la plus précieuse que vous pouvez donner à votre enfant. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un point important à travailler, mais naturellement, vous comprenez bien qu'on ne va pas travailler ça au tout début de la prise en charge, puisqu'au début de la prise en charge, le parent, il demande qu'une chose, c'est de ne pas être en présence de ses enfants. Donc, on ne va pas lui dire, mais oui, mais on va mettre des temps de qualité. Ça viendra un petit peu plus tard dans la prise en charge. Voilà, alors si vous avez apprécié le sujet, si ça vous a parlé, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous êtes parent, donc il y a le livre Le burn-out parental qu'on a écrit en 2017 chez Odile Jacob. Si vous êtes professionnel, là il y a un livre pour les professionnels, il y en a même plusieurs qui sont sortis maintenant. Et si vous avez envie de trouver plutôt des informations en ligne, il y a le site www.burnoutparental.com en un mot, où vous avez notamment, sous l'onglet Parents, vous avez un petit menu déroulant, il y a un onglet Suis-je en burn-out parental ou quelque chose comme ça. Et là, vous avez un test qui vous permet de vous tester gratuitement et d'avoir un feedback. Vous ne devez même pas mettre votre adresse email, c'est tout à fait anonyme. Vous complétez directement en ligne, vous recevez votre feedback. Ça vous permet de voir un peu où vous en êtes. Et il y a aussi un questionnaire. Alors, ce n'est pas aussi précis que la balance quand on l'a fait avec un professionnel, mais ça vous donne une idée quand même de l'état de votre balance. Ça, c'est un autre questionnaire. Et donc, vous trouverez toutes des ressources, que vous soyez parents, professionnels. Vous trouverez aussi des professionnels qui sont spécialisés dans la prise en charge du burn-out parental. Enfin voilà, vous trouverez plein de choses. Et si vous êtes professionnel et que vous voulez vous former à la prise en charge du burn-out parental, alors il faut plutôt aller sur le Training Institute for Parental Burnout qui propose des formations pour la prise en charge donc des parents en burn-out.
Voilà, j'en terminerai ici. J'avais 1h15, je pense que je suis bonne au niveau du timing. Ce que je proposerais, si vous êtes d'accord, Laure, c'est d'arrêter l'enregistrement maintenant. Comme ça, voilà, les personnes peuvent rallumer leur caméra pour les micros. Enfin, pour les questions, c'est plus agréable. Je l'arrête, je l'arrête. Super.